Buenos días, mi nombre es Mayra Flores y en nombre del Concitec les doy la bienvenida a Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú. Continuando con esta jornada dedicada a actividades dirigidas para educadores y padres de familia, es el momento de hablar sobre los avances de las investigaciones neurocientíficas sobre el aprendizaje que impactarán a la escuela del siglo XXI. Para ello tenemos a Pascal Toscani, quien es doctora en neurociencias cognitivas y neuropsicología. Es investigadora asociada a la Universidad Paul Valéry en Montpellier. Es creadora y responsable del laboratorio independiente GRENE, Grupo de Investigación en Neurociencias y Educación. Así que le damos la bienvenida a Pascal. Bonjour, je m'appelle Pascal Toscani, je suis docteur en psychologie cognitive et je suis chercheur associé au LIRDEF, laboratoire de l'université Paul Valéry à Montpellier en France. Je dirige aussi un laboratoire qu'on appelle le GRENE Monde, laboratoire de neurosciences cognitives et apprentissage, dont l'objectif est de travailler avec les enseignants pour que l'on puisse comprendre ensemble comment favoriser ou transférer les connaissances que l'on a sur le cerveau aujourd'hui pour la pratique d'enseignement. Alors, on devrait plutôt parler de neurosciences cognitives, comme je le précisais tout à l'heure, plutôt que de neurosciences, puisque les neurosciences, finalement, comprennent tous les champs d'études qui portent sur le système nerveux. Et nous trouvons dans cette spécialité des domaines très vastes comme celui de la génétique ou de la biologie cellulaire et moléculaire, ou encore la neurophysiologie, l'imagerie fonctionnelle bien sûr, la neuropsychologie, la psychologie psychologie cognitive évidemment. Alors la psychologie cognitive, puisque c'est ce domaine qui va nous intéresser particulièrement, concerne l'étude des fonctions qui permettent d'apprendre, que l'on soit un enfant ou un adulte. Alors ces fonctions que vous connaissez sans doute déjà très bien, comme par exemple la mémoire ou l'attention, ou comprendre ce qu'on appelle la conscience, ou encore la biorhythmicité, comprendre que notre corps est soumis à des biorhythmes qui ont une influence sur nos apprentissages, mais aussi la motricité ou la cognition sociale, la génétique et quelque chose de très important que je vais partager avec vous aujourd'hui, que l'on appelle l'algorithmicité cérébrale. Alors, pour parler des neurosciences et pour partager avec vous l'essentiel pour le peu de temps dont je dispose, je vais commencer par parler de choses qui vont peut-être vous paraître étranges, mais que l'on appelle des neuromythes. Les neuromythes, ce sont des fausses représentations du cerveau parce que ces informations ont eu une réalité à un moment de l'histoire scientifique, mais aujourd'hui, elles sont obsolètes. Mais le cerveau conserve les informations extrêmement longtemps et c'est très difficile pour l'être humain, et les enseignants le savent bien, pour quelqu'un, pour un enfant ou un adulte, de modifier ces représentations. Si bien que nous avons encore dans notre représentation collective, mondiale sans doute, des choses sur le cerveau que l'on croit vraies et qui sont fausses. Alors, par exemple, imaginez que nous serions prioritairement cerveau droit ou cerveau gauche, ou que les hommes ou les femmes auraient un cerveau différent pour traiter l'information. Par exemple, que la supériorité de l'intelligence humaine serait liée à la taille de son lobe frontal, que notre mémoire serait un disque dur d'une capacité infinie, d'autres choses qui ont fait d'ailleurs l'objet de films assez amusants d'ailleurs, sur par exemple le fait que nous ne pourrions utiliser que 10% de notre cerveau, ou que l'intelligence est liée à la taille du cerveau. Donc ce sont quelques affirmations, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres
des informations qui finalement ne nous aident pas à comprendre comment fonctionne le cerveau, puisque ces mythes, qui sont des mythes scientifiques ou des mythes sociaux, ne sont pas justes. Et ceci m'amène à parler de quelque chose d'important que l'on trouve dans tous les champs de recherche, dans tous les champs disciplinaires, entre ce qu'on appellerait peut-être grossièrement la théorie et la pratique. Il y a des tensions évidentes entre différents champs de recherche. On le voit bien aujourd'hui par rapport au climat, par exemple. Mais il y a des tensions entre les chercheurs et les praticiens. Les chercheurs qui peut-être ont une longueur d'avance parce que c'est lié à leur métier, tout simplement, c'est de faire de la recherche et de remettre en cause un certain nombre de choses, et les praticiens qui essaient de comprendre et qui ont besoin d'être accompagnés justement pour la modification de leur représentation. Et voilà, chacun est dans une logique de pensée, dans un paradigme, dit-on, et dans le domaine de l'éducation, nous sommes face à un paradigme du fonctionnement du cerveau qui est extrêmement puissant. Alors, de quel paradigme s'agit-il ou de quelle logique de pensée s'agit-il? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le modèle piagétien de la primauté de l'action sur la perception. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais décliner ça rapidement. Piaget, qui est un chercheur à renommée mondiale, pensait, lui, que l'individu humain est programmé pour acquérir des connaissances dans un certain ordre, évidemment à condition que le milieu lui fournisse des stimulations nécessaires au moment voulu. Et c'est ce que l'on appelle le développement par stade, pensant que entre tel et tel âge, entre 0 et 3 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, 9 mois, etc., jusqu'à l'âge de 16 ans, 20 ans, l'enfant allait se développer par paliers successifs. Et cette notion de stade est très fortement ancrée dans les représentations des enseignants et dans certains travaux sur l'intelligence qui perdurent encore dans les champs de recherche. Et c'est aussi un modèle d'explication des difficultés d'apprentissage, puisque si on considère qu'un enfant se développe par stade, eh bien, il peut aller plus vite que ce qui pourrait être prévu ou aller moins vite, et on pourrait alors penser qu'il s'agirait d'un retard de développement. Et si l'enfant, évidemment, comme on le voit beaucoup dans les situations scolaires, ont des carences structurelles, eh bien, dans cette vision-là du développement par stade, eh bien, on va considérer que l'élève qui n'a pas manifesté une compétence au moment où elle aurait dû la mettre en œuvre, eh bien, on peut considérer qu'il ne la possède pas. Comme on dit, par exemple, qu'un enfant n'est pas logique ou qu'il manque d'abstraction, alors que sur le plan neurologique, ce n'est pas possible. Un enfant est forcément logique et un enfant est forcément capable d'abstraction, quels que soient les âges de la vie, et on va voir que c'est déjà vrai pour les bébés. Et donc, si on considère qu'un enfant a des lacunes parce qu'il ne posséderait pas certaines fonctionnalités nécessaires à ses apprentissages, eh bien, il faudrait donc baser l'activité des enseignants sur une forme de réparation de ces lacunes. Et toutes les écoles du monde sont organisées sur ce système-là. Ça veut dire que nous partageons le même passé collectif de la représentation de l'intelligence, même si certains pays varient l'organisation des apprentissages. Je pense aux pays scandinaves, par exemple, qui peut-être ont une approche de la pédagogie différenciée qui est peut-être la plus intéressante sur cette planète. Et donc les cultures, évidemment, n'ont pas la même représentation du soin, de l'accompagnement, de l'aide, de la prise en charge des difficultés d'apprentissage, et c'est ce qui fait la spécificité et justement l'intérêt de partager toutes nos représentations. Alors, on peut avoir une conception plus neurologique du fonctionnement humain, tant dans la sphère psychique que cognitive d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel, est beaucoup remis en cause. Alors, il est remis en cause depuis très longtemps par des biologistes qui n'acceptaient pas cette représentation
approximative de l'intelligence basée sur des réponses que donnent les personnes, les enfants, les adultes. Et finalement, ce que donnent comme réponse les adultes n'est qu'une toute petite partie de ce que les personnes disposent comme contenu dans leur cerveau. Sauf que quand on répond à une question, c'est une compétence qui est extrêmement réduite, que l'on va appeler une performance, qui est le résultat ou la réponse à la question que l'on pose. Mais c'est réduit et on ne peut pas déterminer une intelligence sur ce type de résultat. Et donc, ce QI est remis en cause et dans un objectif très intéressant, c'est de l'idée de sortir justement de ce déterminisme biologique très cher à Piaget ou psychologique. Notre cerveau n'est pas une page blanche sur laquelle viendraient s'imprimer les apprentissages. Au contraire, nos acquis s'acquièrent sur une machinerie cérébrale extrêmement bien organisée dès la naissance de l'enfant. L'humain apprend à tout âge, même adulte, et cette plasticité neuronale qui est liée à la capacité du cerveau de s'adapter extrêmement bien à son environnement est une réalité biologique. Il n'existe pas d'humain qui ne soit pas capable de plasticité cérébrale et l'humain possède dès sa naissance des structures neurologiques pour acquérir des compétences de très très haut niveau. Alors les êtres humains, tous les êtres humains de cette planète évoluent et cette évolution est due évidemment à la génétique, c'est-à-dire la science qui étudie l'hérédité et les gènes. Elle est due aussi à l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation de l'expression des gènes. Nous avons des gènes qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas en fonction d'un environnement. L'évolution de l'être humain est aussi liée aux expériences qu'il aura dans sa vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, les conditions dans lesquelles se développent les enfants. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'enfant est un enfant universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la naissance, il a des compétences qui sont universelles. Il va les perdre au fur et à mesure de son développement et c'est parce qu'il perd ses compétences universelles qu'il peut justement devenir spécialiste du traitement de l'information et spécialiste de son environnement. Par exemple, à la naissance, tous les enfants du monde peuvent apprendre toutes les langues du monde, mais on ne leur apprend pas toutes les langues du monde. On leur apprend la langue qui est la langue de leur père et de leur mère. Avec chance, si leurs parents maîtrisent, sont de nationalités différentes et maîtrisent des langues différentes, eh bien, si l'enfant entend 2 langues, il apprendra 2 langues et il le fera très bien. Il peut en apprendre 3 ou 4 si son environnement est un environnement plurilingue. Mais si un enfant est unilingue, s'il a une seule langue, cette capacité qu'il a à la naissance d'intégrer toutes les langues du monde, puisque son cerveau peut capter toutes les sons qu'il va entendre, eh bien, puisque l'enfant va se spécialiser, va se spécialiser dans le traitement de son information, eh bien, cela va se réduire, c'est-à-dire que le cerveau ne va garder les connexions neuronales qui sont propres à son environnement. Donc, l'enfant qui n'entend pas une langue seconde, une autre langue, aura du mal à apprendre une langue seconde quelques 3, 4 ou 5 ans après. Ça sera plus difficile, pas d'apprendre une langue, mais de la prononcer correctement. Donc, tout le monde peut apprendre une langue, même les adultes peuvent apprendre une langue quand ils ont dépassé l'âge de la scolarité. Par contre, la parler sans accent paraîtra beaucoup plus compliqué, justement parce que les neurones, le traitement des neurones ne sera plus spécialisé dans ce traitement des sons. Et donc, par rapport à cet exemple, qu'est-ce qu'apprendre? Alors, je me base sur une hypothèse de Jacques Meller, qui est un psychologue cognitiviste qui est décédé l'année dernière, qui a posé cette hypothèse. Il dit, finalement, nous avons un corps qui est muni d'une anatomie et d'organes spécialisés liés à l'évolution darwinienne, et de même, dit-il, nous venons au monde avec une anatomie de l'esprit qui est propre à notre espèce, de la même façon, c'est-à-dire une série de fonctions cognitives dont l'architecture générale est déjà en place à la naissance et qui s'épanouit au contact d'un environnement donné. Et contrairement à ce que affirmait Piaget, bébé a des compétences qu'il développe bien plus tôt que ne l'imaginait Piaget.
qui par exemple pensaient que l'enfant allait atteindre l'abstraction à un âge avancé, et alors que l'enfant est capable d'abstraction quasiment dès les premières semaines de sa naissance. Et donc, comment cela peut-il s'expliquer? Eh bien, l'hypothèse aujourd'hui des neurosciences cognitives, qu'on appelle le développement bayésien propre à Stanislas Dehaene, qui, avec Jacques Meller, qui considère que dès sa naissance, eh bien, le cerveau du bébé est capable de compiler des statistiques de raisonnement, c'est-à-dire qu'il est capable de réaliser une synthèse des informations disponibles à chaque fois qu'il traite un événement du monde extérieur. C'est ce qui lui permet d'ailleurs, sur la base de ce traitement, eh bien, de projeter les hypothèses possibles dans la réalisation de situations futures à traiter. Et donc, les bébés qui intègrent ce qu'ils perçoivent de l'environnement passent par des observations justement propres à l'environnement, à des règles générales. Mais les règles générales ne sont pas toujours vraies pour toutes les situations. Cette généralité ne fonctionne pas pour toutes les situations. Et donc, l'enfant peut être surpris si la règle générale qu'il a projetée sur une autre situation est invalidée justement par un nouvel événement. Et donc, l'enfant est surpris. Et la surprise, justement liée à l'improbabilité d'un événement, eh bien, on peut considérer que c'est ça l'apprentissage, parce qu'il réajuste en permanence ses hypothèses en fonction du réel qui s'impose à lui. D'où la nécessité d'avoir des situations de vie extrêmement variées pour que l'enfant puisse être surpris dans ses généralités et dans la remise en cause de ces compilations d'informations qui lui permettent de traiter l'avenir. Et donc, on comprend là l'importance fondamentale de l'erreur. Un enfant qui fait une erreur, c'est un enfant qui a traduit en termes de raisonnement, de compilation de raisonnement pour faire des hypothèses, et bien qui s'est trompé d'hypothèse. Ça veut dire que ce qu'il propose comme solution ne correspond pas à la situation qu'on lui propose. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Ce qui reviendrait à dire qu'il ne faudrait pas sanctionner l'erreur, évidemment, mais il faut travailler avec l'erreur, puisque c'est une richesse incroyable, c'est une production neuronale. L'erreur est une production neuronale et il faudrait que l'apprentissage se base sur cette production neuronale. Et peut-être que l'éducation peut-être devrait baser ses apprentissages autour de l'erreur. Alors il y a un chercheur qui étonnamment n'est pas cognitiviste. Alors je dis étonnamment parce que il a travaillé aussi sur le système cognitif, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui propose lui une hypothèse qu'il appelle système 1, système 2, et il explique très bien que nous avons une pensée extrêmement rapide, une pensée heuristique, aussi clairement par exemple que si on lance un ballon, on va l'attraper, parce que notre cerveau a intégré tous les schémas dans l'espace de la vitesse de déplacement d'un ballon pour arriver jusqu'à nous, et puis son déplacement dans l'espace. Donc le cerveau a intégré ça, nous pouvons donc attraper ce ballon. Eh bien, dans notre pensée, il se passe la même chose, c'est-à-dire nous avons une pensée extrêmement rapide qu'on appelle une pensée heuristique. Ça veut dire que, par exemple, je ne pourrais pas vous dire, eh bien, ne me dites pas combien font 55 plus 55. Je ne peux pas vous dire ça puisque de toute façon, vous avez déjà la réponse avant la fin de ma phrase. Notre cerveau est capable de produire des réponses extrêmement rapidement. C'est une pensée heuristique. Mais dans certaines situations, il est tout à fait nécessaire de réfléchir. Réfléchir, c'est coûteux en énergie. Ça suppose de remettre en cause justement cette pensée heuristique qui est extrêmement rapide, la mettre en doute, la travailler, la décortiquer pour prendre du recul et peut-être envisager les choses et donc modifier cette pensée heuristique, c'est-à-dire modifier cette algorithmicité cérébrale dont je vous parlais, c'est-à-dire revoir ces hypothèses, celles que nous propose le cerveau, parce que nous restons maîtres à bord et que c'est bien nous qui organisons les informations futures et pas le cerveau qui nous le fait à notre place. Il nous propose un certain nombre de choses parce que heureusement il a encodé des milliers d'informations. C'est ce qui nous permet de pouvoir en apprendre des nouvelles sans être encombré par toutes ces informations dont nous disposons déjà. Donc il nous propose des informations, mais c'est à nous évidemment de pouvoir réajuster par rapport au réel.
Donc, évidemment, cette distance entre le système qu'on appelle système 1, algorithmique, où la pensée est extrêmement rapide, peu coûteuse en énergie, pour atteindre ce système 2, c'est-à-dire qui demande de la réflexion et qui est coûteux en énergie, peut-être qu'on peut dire que finalement c'est ça apprendre. Apprendre, c'est prendre du recul. Apprendre, c'est modifier ce qui nous vient spontanément à l'esprit. C'est prendre conscience aussi de ce que suppose de modifier son algorithmicité. Apprendre, c'est d'un enjeu, apprendre dans la distance entre ce que je perçois du réel et ce que je vais traiter comme information. Cette distance nous appartient. C'est ce qu'on appelle dans le monde de l'éducation la métacognition. Et la métacognition, eh bien, c'est apprendre à réfléchir, c'est apprendre à avoir un regard sur ses propres évidences de traitement de l'information, c'est réaliser un travail métacognitif. Et c'est tellement important dans ce monde où les fake news prennent parfois le pouvoir sur l'esprit critique. Et donc, si bébé est capable d'organiser ses réseaux neuronaux pour appréhender le monde, les enfants de l'école sont eux aussi capables de traitement de l'information hors du commun. Et c'est vrai aussi chez les adultes. Alors évidemment, parfois, les enfants sont empêchés d'apprendre parce que le regard que l'on porte sur leurs capacités cognitives sont parfois erronés. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment un enfant qui perçoit dans le regard de l'adulte que l'adulte ne fait pas confiance en ses capacités d'apprentissage ou en son développement potentiel d'apprentissage, eh bien cet enfant reçoit ce message-là très difficilement en disant mais finalement tu n'es pas capable d'apprendre. Or, tous les enfants sont capables d'apprendre. Alors évidemment, certes, tous les cerveaux s'organisent à peu près de la même façon pour apprendre, mais il n'y a pas deux cerveaux qui se ressemblent. Il n'y a pas deux cerveaux qui apprendront de la même façon. Et justement, chaque enfant devrait avoir la possibilité de comprendre comment apprendre. C'est ce qu'on appelait apprendre à apprendre. Alors apprendre à apprendre, c'est à la fois apprendre comment je gère la connaissance, comment je la transforme, mais c'est aussi apprendre à apprendre comment mon cerveau fonctionne et comment je peux avoir certaines connaissances de mon propre fonctionnement cognitif pour pouvoir justement porter cette connaissance ou intégrer cette connaissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à mémoriser, apprendre à faire attention, à inhiber l'information justement pour comprendre qu'il y a de l'information pertinente et l'information qui n'est pas pertinente. Les adultes, les enseignants doivent comprendre que les enfants sont les seuls à apprendre. Tout à l'heure, je parlais de l'apprentissage de la langue. Tous les enfants ont cette compétence d'apprentissage de la langue, mais ils ont appris tout seuls. On ne leur a pas appris la langue maternelle, les langues maternelles. Ils les ont apprises toutes seules à force d'écoute, d'inférence, d'hypothèse, de réajustement, justement des sons, des mots. Et il va faire ça tout seul parce que son cerveau et lui permet d'avoir cette compétence-là. Et c'est vrai pour toutes les compétences cognitives. Et donc, l'élève est le seul à apprendre. Par contre, l'adulte, lui, a le rôle d'attiser les questions ou de le mettre en situation de vouloir comprendre. Et peut-être même de mettre en situation de motivation à apprendre. La motivation, c'est pas quelque chose, comme le dit l'adage social, si tu veux, tu peux. Eh bien, la motivation, c'est bien plus compliqué que ça, puisque c'est avant tout un phénomène biologique et la motivation est influencée par cette notion de plaisir et cette notion de plaisir qui va enclencher par un fait hormonal cette motivation et les compétences cognitives nécessaires. Et c'est vrai que si l'enseignement consiste à poser ou à répondre à des questions que les enfants ne se sont jamais posées, c'est évidemment peut-être pas très intéressant pour eux parce que la motivation émane de l'adulte. C'est une manière de lui montrer le chemin, parce que je crois que les enfants sont naturellement curieux, évidemment. Les humains sont naturellement curieux. Si nous sommes capables de faire ce que nous sommes aujourd'hui sur cette planète, c'est que les humains sont naturellement curieux. Et peut-être, pour terminer, connaissez-vous cette belle histoire qui s'intitule The Hole in the Wall de Sugata Mitra? C'est une expérience c'est un chercheur, c'est une expérience qui a été réalisée pour les enfants d'un bidonville à New Delhi.
Et l'expérience a consisté à proposer un ordinateur qui a été placé au sein d'un trou dans un mur. Et il a fallu extrêmement peu de temps pour que les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur de façon autonome. Et ce processus informel d'apprentissage autonome et non intrusif, puisque ce sont les enfants qui ont été attirés par ce trou dans le mur pour comprendre ce qu'était cette espèce d'engin et à quoi il pouvait servir, que Sugata Mitra a appelé Minimally Invasive Education, pour reprendre la terminologie de Mitra, finalement encourage la tendance naturelle des enfants à explorer et à apprendre en groupe. Il a d'ailleurs imaginé un autre type d'apprentissage, c'est Learn in the Cloud, où de la même façon, on s'est rendu compte que les enfants, qu'ils soient favorisés ou défavorisés, ont une soif d'apprentissage absolument incroyable, mais qui est liée à l'espèce humaine. Et je crois que c'est le moment d'associer les neurosciences cognitives à la projection de l'école du futur. Les enfants ne sont pas des récepteurs d'informations pour lesquels on vérifierait régulièrement la compréhension. Faire œuvre éducative se rapproche peut-être plus de la nécessité de faire comprendre à l'enfant qui il est, tant dans son fonctionnement cognitif que psychique, pour qu'il soit prêt dans ce monde imprévisible à tenir debout. D'autant plus que le nombre de connaissances mondiales qui seront disponibles pour lui sur le net dans une dizaine d'années, quand il sortira à l'école, doubleront tous les 2 ou 3 mois. Je crois qu'IBM prévoit même que dans les années 40, les connaissances évolueront toutes les 12 heures. Donc, quid de l'information? Est-ce qu'il sera encore important de prendre ce temps scolaire pour apprendre aux enfants, pour partager des informations qui de toute façon se trouveront sur le net. En revanche, ce qui me semble bien plus urgent, et là je crois que les neurosciences ont un rôle absolument incroyable à jouer, c'est de lui apprendre justement à discriminer, à comprendre qui il est, à comprendre comment il peut douter de ses évidences, à bâtir sa personnalité cognitive, lui faire comprendre qui il est dans son humanité, alors à la fois comprendre qui cet enfant est aujourd'hui en termes de psychologie clinique. On sait faire un certain nombre de choses, mais je crois qu'on peut aussi apprendre aux enfants à comprendre comment leur cerveau fonctionne, justement pour comprendre ce monde de demain, qui ne soit plus un récepteur de connaissances, mais qu'il puisse lui-même, en fonction de la connaissance qu'il a de lui-même, qu'il puisse s'engager dans le traitement des connaissances et s'engager dans le monde qui sera le sien demain. Donc bâtir sa personnalité cognitive. Comment imaginer ce travail-là dans les classes, ce travail de neurosciences cognitives dans les classes? Alors je crois que il semble indispensable de travailler avec les laboratoires qui travaillent sur la cognition pour partager les savoirs expérientiels, c'est-à-dire les savoirs des enseignants, des parents, qui sont totalement fondamentaux, et puis les savoirs scientifiques, qui sont d'autres regards. Il n'y a pas de hiérarchie entre les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques. Il y a une complémentarité de regards qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Et donc ce travail j'ai envie de dire de solidarité aussi entre les laboratoires et les écoles me semble indispensable pour cette école du XXIe siècle. Donc travaillons ensemble, coopérons, partageons, parce que je crois que les enfants doivent entrer dans une école qui ne doit plus ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une école, je crois, obsolète. L'école de demain doit leur permettre d'apprendre à se connaître, comme je disais, pour qu'ils puissent vraiment tenir debout. Je vous remercie. Queremos agradecer a Pascal Toscani por haber compartido sus conocimientos con el auditorio de Perú Conciencia y al Colegio Peruano-Francés Saint-Exupéry de Arequipa por haber organizado esta charla. A continuación, a las 5 de la tarde, tenemos la charla Los videojuegos en la educación superior, un juego serio. Aprovechemos en estos minutos que nos quedan en visitar la Feria Perú Conciencia, los 63 stands de las instituciones de investigación del Perú y de los países invitados y los más de 80 proyectos en la zona Eureka. Regresamos a las 5 de la tarde.